on est très très fort en France pour accueillir des grands événements sportifs internationaux. On en a accueilli déjà beaucoup. Là, on rentre dans une période qui est extraordinaire pour le sport français, Coupe du monde de rugby, Jeux olympiques, paralympiques. Donc, en fait, cette économie, elle est toujours dynamique, avec des pics quand il y a des temps forts qui sont en plus sur notre territoire. En revanche, il y a un vrai enjeu à préparer et anticiper l'après 2024. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Storytellers. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Magali Thézenas-Dumoncel, directrice générale de Sportsora, une organisation de référence pour le développement de l'économie du sport en France. Récemment honorée avec la médaille du mérite remise par la ministre des Sports, Magali est une figure influente et respectée dans l'industrie sportive. À travers Sportsora, elle œuvre à l'unification des acteurs du sport, promouvant innovation et croissance économique dans ce secteur dynamique français. Dans cet épisode, nous explorerons l'économie du sport en France, nous aborderons les tendances actuelles, les défis à surmonter et les opportunités futures, soulignant l'impact significatif de Sportsora sur le paysage sportif français. Préparez-vous pour une discussion éclairante avec une experte dont le travail façonne activement l'avenir du sport en France. Bonjour Magali, comment vas-tu ? Bonjour, très bien. Merci beaucoup à toi de faire partie du podcast, d'être venue avec nous échanger à propos de Sportsora et de nombreux autres sujets. Aujourd'hui, donc, tu es là pour nous parler un petit peu plus de Sportsora, de ton rôle à Sportsora où tu es directrice générale. Et justement, pour commencer, pour introduire un petit peu ce podcast, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le rôle de Sportsora, tout simplement, et ta mission chez Sportsora, s'il te plaît ? Alors Sportsora, déjà avant de commencer, merci de me recevoir. Ravie d'être là. Pour parler de Sportsora, alors pour expliquer ce qu'est Sportsora, c'est exactement l'organisation pour penser et influencer le développement responsable de l'économie du sport. Okay. Donc en fait, nous avons un statut d'association. On fêtera l'année prochaine nos 30 ans. Et on compte aujourd'hui à peu près 270 entités membres. Ce qui fait la spécificité de Sportsora, c'est qu'on a des membres de typologies très différentes. Ce sont des acteurs de l'économie du sport. Et on compte à la fois des grandes marques partenaires du sport, à peu près 50 grandes marques partenaires du sport, une cinquantaine de détenteurs de droits sportifs, donc toutes les fédérations sportives, les ligues professionnelles, des clubs, des organisateurs privés d'événements, aussi des agences de marketing sportif, des médias, des enceintes sportives, des start-up, des prestataires de l'économie du sport, des cabinets d'avocats. Voilà. Donc en fait, on fédère tout cet écosystème-là, des acteurs de l'économie du sport, pour développer cette économie. Très bien, très simple et concis, on a toutes les informations, c'est nickel. Et justement, ces membres-là, comment est-ce qu'ils peuvent rejoindre Sportsora ? Est-ce que vous les sélectionnez ? Est-ce que ça se fait naturellement ? Ils peuvent juste demander à rejoindre ? Oui, alors pour l'instant, non, on ne sélectionne pas les membres. Peut-être que ça arrivera un jour, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément vocation à être 500 membres chez Sportsora, mais notre vocation, c'est d'être représentatif en fait des forces vives du secteur de l'économie du sport. Donc en fait, il faut qu'on soit représentatif de chaque métier, de chaque typologie de membres. Donc il nous manque encore quelques marques partenaires, quelques médias, voilà. Donc je dirais que Sportsora a vocation peut-être à regrouper 300 à peu près entités. Pour l'instant, on accueille tout le monde, mais peut-être qu'effectivement, à un moment donné, peut-être qu'on décidera qu'on est suffisamment représentatif, mais on est plutôt très ouvert, très accueillant, et à moins d'avoir effectivement une entité qui demande à rentrer chez Sportsora et qui aurait vraiment des comportements qui aillent à l'encontre de ce que l'on prône en termes d'engagement responsable, de partenariat responsable. Voilà, à part peut-être des cas exceptionnels, sinon on est
très ouverte. Donc tous ceux qui nous écoutent là sont les bienvenus et peuvent nous contacter s'ils veulent rejoindre le réseau Sportsora. Et ben voilà, c'est dit, le message est passé. Et justement, comment est-ce que vous engagez un petit peu vos membres? Je sais que vous organisez une garden party par exemple. Comment vous les engagez avec vous? Alors en fait, on a nos membres, on leur propose quatre grands types d'activités en fait. On les fait participer à des événements, on les fait travailler dans des collèges et commissions, on leur offre des services et on a une activité d'influence pour défendre leurs intérêts. Voilà. Okay. Donc je peux revenir sur chacune de ces 4 activités. Ouais. Donc un des événements, on essaie d'avoir, au-delà de nos 2 méga événements qui sont les trophées Sportsora du marketing sportif. L'année prochaine, en 2024, ça sera la 20e édition des trophées Sportsora du marketing sportif. Et ça sera les 30 ans de Sportsora. Donc ce sera une année, évidemment, 2024 exceptionnelle, compte tenu des Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi une année de grande célébration pour Sportsora. C'est beau. Donc on a ces 2 événements-là. Et puis, tous les mois, en fait, on va proposer à nos membres une conférence sur un sujet qui nous paraît être un sujet déterminant pour l'économie du sport. Donc ça, ce sont les événements qu'on propose à nos membres avec à la fois des contenus et du networking. Okay. Parce qu'au fond, on est un réseau et ce que recherchent aussi nos membres quand ils viennent chez nous, c'est ce networking, des opportunités, d'échanges, de business entre eux. Okay. Première activité. Deuxième activité, donc on fait travailler nos membres dans des collèges métiers et des commissions transverses. Donc les marques partenaires vont travailler entre elles, on leur organise des déjeuners ou des workshops avec un expert. Voilà. Idem pour les détenteurs de droits, idem pour les agences. Chaque collège détermine avec les administrateurs en charge de ce collège sa feuille de route et on a des workshops, des déjeuners, des choses qui leur sont propres. Okay. Et puis on a ce qu'on appelle des commissions sur des sujets transverses qui nous paraissent être importants et là qui peuvent intéresser tous les membres. Ça va être le sport et l'engagement responsable, le sport féminin, les jeunes talents, voilà, un certain nombre de sujets qui sont transverses pour tous nos membres. Troisième type d'activité, donc les services. On offre à nos membres un certain nombre de services. Donc il y a une revue hebdomadaire de l'économie du sport qui est envoyée, qui est faite par Kantar et qui est envoyée toutes les semaines. On essaie de sortir des études. Cette année, on a sorti, on pourra revenir sur deux études pour nos membres, un annuaire des membres, une newsletter hebdo pour mettre en avant les actions de nos membres, voilà, un certain nombre de services. Et puis, 4e activité, ce sont nos relations institutionnelles, influence, lobbying, voilà, où on essaie de défendre ou de pousser des sujets qui nous paraissent être soit des sujets qui peuvent être bloquants pour l'économie du sport, soit des sujets qui pourraient justement booster le développement de l'économie du sport. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui une place qui est très reconnue Sportsora auprès des interlocuteurs institutionnels, de l'Élysée, de Matignon, des parlementaires, députés, sénateurs, parce qu'en fait, on œuvre pour l'intérêt général du sport, on ne représente pas un métier en particulier, on ne représente pas un sport en particulier, mais quand on prend un sujet, c'est qu'il nous paraît être important de façon plus globale pour le secteur. Très bien, c'est très clair. Au moins, on a littéralement toute l'explication de Sportsora, c'est parfait. Et maintenant, je voudrais parler un petit peu de justement cette économie du sport en France, parce que vous êtes justement, comme tu viens d'expliquer, assez spécialiste là-dedans. Et justement, vous faites partie des entités qui vont justement pouvoir donner des idées aux entreprises sur les tendances, sur justement comment se porte l'économie du sport. Et justement, je voudrais en savoir un petit peu plus. Toi, personnellement, comment tu vois un petit peu l'évolution de l'économie sportive en France aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est pour toi rassurant? Est-ce qu'il y a du négatif? Est-ce que, là, j'imagine qu'on pense beaucoup aux JO. Hein. Il y a les JO, il y a la Coupe de France de rugby, Coupe du monde de rugby, pardon. Ouais. On a beaucoup de grands événements. Mais voilà, quelle est un petit peu ta vision globale du sport en France aujourd'hui?
L'économie du sport, elle va plutôt très bien. En fait, ce qui caractérise le secteur du sport, c'est il est rythmé en fait par un nombre d'événements extrêmement importants. Parce qu'il faut savoir que, on a là-bas sur les clubs amateurs, ce sont des millions d'événements qui ont lieu dans tous les territoires, dans tous les clubs amateurs, dans tous les sports. On a en France la chance d'avoir des événements assez exceptionnels comme le Tour de France, Roland-Garros, le Vendée Globe, la Transat Jacques Vabre. Voilà. Ensuite, on a nos feuilletons qui sont la Ligue 1 Uber Eats, le Top 14, la Betclic Elite, la Ligue de hand. Bon, enfin, voilà. Donc là, il y a tous ces événements qui rythment en fait notre ce secteur, parce que tous ces événements, ça va générer du trafic, du business, de l'économie, voilà. Et puis on a aussi ce qu'on appelle donc les GESI, les grands événements sportifs internationaux. Et au contraire de ce que pourraient penser à un moment donné certains quand il y a eu des petits soucis avec l'accueil d'un match un peu malheureux, on est très très fort en France pour accueillir des grands événements sportifs internationaux. On en a accueilli déjà beaucoup. Là on rentre dans une période qui est extraordinaire pour le sport français, comme du monde de rugby, Jeux olympiques, paralympiques. Et puis ça continuera. Après, il y aura toujours ces événements, et il y a la candidature pour les Jeux olympiques d'hiver. Et voilà, on a une grande expérience, une grande expertise pour accueillir les grands événements sportifs internationaux. Donc voilà. Donc en fait, cette économie, elle est toujours dynamique parce qu'elle est rythmée par ces événements récurrents, avec des pics quand il y a des temps forts qui sont en plus sur notre territoire, et que ça s'arrête jamais. Quand il y a un pic, on repart toujours d'un peu plus haut. Alors certes, il y a eu la période Covid qui a été compliquée pour beaucoup de secteurs, et évidemment dans l'événementiel pour le secteur du sport. Mais c'est vrai que là, il ne faut pas qu'on boude notre plaisir, ça va être formidable. Et en revanche, il y a un vrai enjeu à préparer et anticiper l'après 2024. Oui, très bien. Et justement, tu trouves qu'il y a est-ce que cette situation un petit peu post-Covid, est-ce que tu trouves qu'elle a justement peut-être inversé la tendance dans le sens où justement les gens ont été privés de beaucoup de choses pendant un certain temps, et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on entendait, c'était que justement on n'a jamais eu autant d'affluence dans certains stades ou pour certaines compétitions. Donc ça, c'est quelque chose que vous remarquez aussi. Est-ce que les gens vont plus maintenant voir des événements sportifs, ou en tout cas, est-ce que l'économie sportive se porte mieux, même limite peut-être mieux qu'avant le Covid ? Alors, mieux qu'avant, le modèle économique quand même du sport n'est pas toujours très simple. Il y a des grands assets sportifs qui s'en sortiront et qui s'en sortent très très bien. Et puis, il y a quand même beaucoup de clubs qui, en plus là, on a eu la chance d'être très aidés en France pendant la crise Covid, qui maintenant doivent rembourser le contre-coup, l'État, etc. Donc c'est pas forcément facile, mais c'est vrai que on a une affluence dans les stades qui est assez record, que ce soit en Ligue 1 Uber Eats, en Top 14, ils explosent tous les records d'affluence. Et puis parce que j'ai parlé évidemment que des sports un peu du BHF, que des sports du foot, du rugby, du BHF, des sports un peu classiques, mais on voit l'arrivée du MMA avec, il y a quelques jours, l'UFC, et où les places se sont vendues en quelques minutes. On a le FIS, qui est une pépite, le Festival des sports extrêmes à Montpellier, qui a beaucoup de succès. L'UTMB encore. On va avoir l'arrivée du paddle. Là, on a Roland-Garros, c'est formidable. On va avoir le Greenwiz Paddle Pro Tour Major. J'ai du mal avec le nom, je préfère pas. Un peu long. Je te laisse lui dire. Et puis, on va avoir le Beach Pro Tour aussi de beach volley. Voilà. Donc, il y a aussi tous ces sports un peu nouveaux, émergents, et que l'on est aussi en train de capter en France. Donc,
Voilà, donc tout ça nous augure que du positif pour le sport français. Si toutefois, il arrive, et c'est là que nous, on a un rôle important chez Sportsora, à faire bouger aussi le curseur ou les lignes sur des nouveaux modes de commercialisation, l'appropriation du Web3, de l'IA. Voilà. Et c'est d'ailleurs, j'en profite, je fais une petite aparté, mais on organise un nouvel événement là, qu'on souhaite d'ailleurs pérenniser jusqu'aux Jeux de Los Angeles 2028. En octobre, on organise à l'ambassade des États-Unis une conférence sur le sport US, où on fait venir en fait la NFL, les gens de Los Angeles 2028, etc., pour essayer de s'inspirer, benchmarker et s'inspirer aussi des bonnes pratiques du sport américain, dont on peut apprendre pas mal de choses. Bien sûr. C'est super intéressant. Donc vous êtes vraiment à l'écoute de ce qui se passe non seulement en France, mais oui, dans le reste du monde aussi, sur cet univers sportif. Oui, on essaie. En fait, on a en tout cas une obsession, c'est d'être utile aux acteurs du sport français. Donc tout ce qui peut leur amener, avoir des partages d'expertise, des expertises qui viennent soit d'autres acteurs du français, soit de l'international. On aura aidé et apporté notre pierre à l'édifice. Très bien. Et pour ce qui est des nouvelles technologies, donc justement, tu évoquais un petit peu l'IA, tout ce qui est la réalité augmentée, tout ça. À quel point ces nouvelles technologies sont prises en compte par Sportsora dans justement votre communication auprès des entités qui sont chez vous? Est-ce que c'est un des sujets principaux? Est-ce que c'est... Voilà, à quel point les nouvelles technologies ont une place importante chez Sportsora? Alors, chez Sportsora, en fait, tous les 18 mois, 2 ans, on sort un guide des agences. Donc, qui permet, ça c'est un travail du collège des agences membres de Sportsora, qui permet de recenser. Il y avait une volonté des agences en se disant, finalement, notre métier d'agence, c'est extrêmement... diversifié, complexifié, densifié, et on a besoin de mieux expliquer nos métiers, nos expertises, et que nous, nos autres membres, que sont les marques, les détenteurs de droits, lorsqu'ils cherchent une agence ou un prestataire, sachent à qui s'adresser. Voilà. Donc ça a été une volonté de ce collège des agences de créer ce document qui en plus est illustré d'énormément de cas pratiques et qui nous permet aussi à cette occasion-là, avec nos agences, de déterminer les grandes tendances du secteur, et on se base là-dessus d'ailleurs pour nous faire notre programme d'activité chez Sportsora. Donc évidemment que le sujet de l'innovation est très très présent. Donc on a eu par exemple le sujet du Web3 en fait, où on s'est donc dans ce cas-là on essaie de s'associer à des membres de Sportsora qui sont experts du sujet. Donc c'est ce qu'on a fait avec Dorsports. On avait développé un module de formation, on a fait une conférence, on en refera une deuxième, des workshops, voilà. Donc on essaie effectivement d'être à l'écoute des tendances du marché et partager cette expertise avec nos membres. On a aussi chez Sportsora beaucoup de startups qui sont membres de Sportsora. Ça a été une volonté qu'on a eue depuis le début, en fait depuis la création du tremplin de Paris & Co, où on a un partenariat avec le tremplin et finalement depuis au-delà avec toutes les startups dans le sport qui sont incubées, quel que soit finalement l'incubateur en France, pour accueillir ces startups à des conditions extrêmement préférentielles et qu'elles viennent irriguer de leurs innovations notre réseau Sportsora, partager toutes ces innovations avec les membres de Sportsora qui sont des membres déjà un peu plus établis, institutionnels. Voilà. Et donc à chaque fois que l'on a un événement Sportsora, on a toujours l'objectif de mettre en avant
une start-up ou 2 start-up ou 3 start-up. C'est le cas lors de la Garden Party, c'est le cas lors des trophées Sportsora, c'est le cas lors de... Là, on aura au mois de novembre une conférence dans le cadre d'Event Paris sur les grands événements sportifs internationaux. On fera intervenir, je crois, 2 start-up. Donc voilà. Donc on a toujours ça en tête pour que... via cet écosystème des startups, on expose nos membres à toutes les innovations qui proviennent des entreprises françaises. Très bien. Et justement, pour l'e-sport, est-ce que c'est la même chose? Parce que l'e-sport, pour le coup, vous êtes une association qui est justement à propos du sport, et le e-sport a souvent été critiqué comme justement quelque chose qui n'est pas vraiment du sport, quelque chose comme ça. Mais vous, c'est quoi votre approche sur l'e-sport et comment vous avez... L'e-sport, c'est vrai que je pense que, et eux-mêmes le disent, hein, je pense qu'effectivement ça a été une erreur de s'appeler e-sport parce que du coup c'est très très facile, les gens disent bah oui mais c'est pas du sport, bon ok. En fait on s'est intéressé nous à l'e-sport très très tôt, je crois qu'il y a 7 ou 8 ans, on a fait les premières conférences sur l'e-sport. Quand même. Oui, à l'époque, quand j'ai mis en place ça, quand même pas mal de personnes qui m'ont dit « pourquoi tu fais ça ?» Ouais, c'est ça. C'était quand même... Mais clivant. en tout cas, l'e-sport, c'est juste une pratique qui, en tout cas, a exactement les mêmes, pratiquement les mêmes ressorts que le sport, avec des événements, des sportifs de haut niveau, des partenaires, voilà, qui ensuite... intéresse au même titre que le sport les marques partenaires. Donc c'est une passion qu'il faut aussi considérer, qui est une opportunité en fait pour nos détenteurs de droits sportifs, parce qu'ils peuvent, au-delà de leur sport traditionnel, quand ils ont une offre e-sport, ça leur permet d'atteindre des cibles qu'ils n'arrivent pas à atteindre via leurs pratiques classiques, qu'on n'arrive pas à faire venir dans des stades. Donc à partir du moment où c'était une... Alors tu vas me dire, à ce moment-là, c'est vrai pour tout type d'entertainment, etc. Enfin bon, voilà, là il y avait un vrai sujet, et on a beaucoup d'équipes d'e-sport qui sont venues chez Sportsora, parce qu'elles avaient aussi besoin de se rapprocher, de la Ligue de foot, de clubs, vous avez fait une passerelle. D'autres fédérations. Voilà, je prends l'exemple du tennis. La Fédé de tennis a aussi fait un partenariat avec l'e-sport pour aller animer dans les clubs de tennis aussi, proposer l'activité e-sport dans les clubs. Et en plus, c'est pas 2 activités concurrentes, parce que souvent on se rend compte dans les études que le cliché de l'ado qui est sur son canapé, qui boit du soda et qui joue c'est vrai que ça existe, il faut être vigilant, avec la sédentarité, c'est un mal dont il faut évidemment contre lequel il faut lutter. Mais souvent les jeunes en fait sont les mêmes qui font tout en même temps, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois très sportifs mais aussi très joueurs, et voilà. Et il faut aller chercher les cibles et les jeunes là où elles sont. Et c'est vrai que par l'e-sport, c'est un moyen qui est extrêmement utile et important, à la fois pour les détenteurs de droits sportifs, pour les marques qui sont des membres importants de Sportsora. Très bien. J'étais un peu long, mais... non, mais voilà, au moins c'est clair. Au moins c'est très clair, et c'est très intéressant. C'est quelque chose qui nous intéresse aussi ici. Donc je pense que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent seront tout aussi intéressées. Et une autre petite question, quelles sont pour toi les tendances du marché au niveau de l'économie sportive en France, les grandes tendances du moment En fait, c'est assez étonnant. On a un peu tendance à avoir un grand écart entre aujourd'hui des actions avec, on a parlé des nouvelles technologies, l'innovation, du Web 3, avec une volonté, une envie d'aller vers des choses très tech, et puis aussi à l'opposé, mais c'est souvent les mêmes marques, revenir à la base, grassroots, le sponsoring de proximité, aller aider aussi des clubs amateurs en proximité. Voilà, donc ce sont peut-être deux tendances qui ne s'opposent pas, qui sont complémentaires.
Sur le sponsoring responsable. Ouais. Ça, c'est quelque chose, on a même changé, nous, notre vision, notre mission, en rajoutant le sponsoring responsable. On a sorti cette année le guide du partenariat sportif responsable, parce qu'on est convaincu que la RSE est une opportunité pour le sport, parce que le sport, c'est la seule matière qui permet de répondre à des enjeux environnementaux, sociétaux, de santé, d'éducation, d'intégration, de lien social, voilà. Ouais. Et donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que les consommateurs, que le grand public, que les différentes parties prenantes des marques demandent aux entreprises. Ouais. Et elles ont là, avec le sport, un magnifique outil, une magnifique vitrine pour mettre en avant leur engagement responsable. Ouais. Parce que lorsque, dans la raison d'être des entreprises, ou dans leur mission, elles vont choisir un engagement, il y aura toujours une façon de l'illustrer dans le sport. Et donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a une vraie... que c'est une vraie opportunité, ce sponsoring responsable, c'est une vraie opportunité pour le sport, pour la société, pour les pratiquants. Voilà. Ensuite, ça c'est peut-être les tendances sur le sponsoring sportif. Enfin, macro-tendance, parce que après, si je rentre dans les détails, on n'a pas fini. Mais, et puis ensuite, sur le secteur du sport, on va avoir... on pense que le sport féminin est quelque chose qui doit encore se développer et que ça doit être aussi l'avenir du sport, ou en tout cas une des grandes marges de progression du sport. Les investisseurs, attirer des investisseurs, être en capacité pour le sport français d'attirer des investissements. Alors aujourd'hui, ils sont beaucoup étrangers. Américains ou du Moyen-Orient, voilà. Mais donc, comment attirer des investisseurs dans le sport, c'est quelque chose qui nous intéresse, puisque, en tout cas, nous, comme on œuvre pour développer l'économie du sport, et c'est aller voir comment on peut générer des sources de revenus pour le sport français. Et est-ce que des tendances sont peut-être liées aussi à la génération Z, aux nouveaux moyens de communication, ce genre de choses? Est-ce que ça fait partie des tendances aussi Oui, tout à fait. Tu as raison de me relancer sur ce sujet-là. En fait, on a déjà pas mal travaillé, et on va encore travailler en 2024 sur effectivement cette évolution de la consommation du sport et des modes de consommation et donc de diffusion. On a cette année fait une étude qui a été lancée par notre collège des médias sur la consommation par la Gen Z du sport dans les médias. Parce qu'effectivement, cette fameuse Gen Z, elle préoccupe beaucoup de nos membres. Ouais, j'imagine. À la fois les marques qui se disent mais comment je peux les attirer, les détenteurs de droits, même question. Et donc on a pas mal travaillé, on va encore travailler là-dessus sur les nouveaux sports. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, ces nouveaux sports qui sont... alors, il y a ceux qui vont intégrer le programme olympique, que ce soit le surf, le breakdance, l'escalade, etc. Et donc, leur pratique, mais aussi leur consommation média, et donc leur diffusion. Parce qu'il y a pas mal d'idées reçues sur ce sujet-là. On pense que les jeunes ne regardent plus la télé. C'est pas tout à fait vrai. Je dirais qu'ils continuent à regarder les études. Notre étude l'a montré sur les grands événements. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand il y a du live, ils sont là. Télé, en revanche, ils font plein d'autres choses en même temps. C'est ça. Et donc, il faut être capable d'avoir des contenus très spécifiques pour les différents réseaux sociaux, avec des formats qui sont donc créer du storytelling et de l'expérience fan, ce que vous faites très bien chez Fast Story
pour justement faire en sorte que cette Gen Z et peut-être un peu plus âgée aussi, pas que. Soit justement quand elle est en live aussi avec ce que vous proposez en termes de jeu, d'animation, elles vivent l'événement différemment. Et ben justement, c'est très intéressant et c'est une passerelle parfaite pour ma question d'après. Je voulais demander justement, comme tu dis avec Fastory, on parle beaucoup de l'expérience fan et c'est une de nos priorités de pouvoir avoir des expériences fans qui sont engageantes, qui sont innovantes. Pour ce qui est des détenteurs de droits et des diffuseurs, est-ce que c'est une des priorités d'améliorer l'expérience des fans? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous sensibilisez beaucoup aussi, comme ces tendances-là ou... Oui, bien sûr que d'abord c'est d'aller en conquérir pour élargir la communauté et puis et l'engager. Il ne s'agit pas juste d'avoir une communauté, vous le savez bien mieux que moi chez Fastory, mais il faut l'engager cette communauté. Donc tout ce que vous proposez en termes d'expérience sont des outils qui sont extrêmement importants à la fois pour les détenteurs de droits pour fidéliser et engager leur communauté, et pour les partenaires qui peuvent justement proposer, dans le cadre d'un partenariat ou à leurs détenteurs de droits, ces outils qui permettent de développer le business de tout le monde en fait, les communautés des détenteurs de droits et du coup l'image des marques partenaires. Très bien. Et comment vous voyez, on remarque dernièrement une certaine tendance de la monétisation un petit peu des contenus sportifs avec des plateformes des plateformes médias comme Amazon Prime qui a les droits sur la Ligue 1, comme la MLS qui est gérée en partie, qui appartient à Apple maintenant. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous surveillez, on va dire oui, on a j'en parlais tout à l'heure, on a une commission média. En fait, c'est plus qu'un collège parce que chez nous, on a des membres qui sont des médias, que ce soit France Télé, Amaury Média, l'AFP, Warner Bros Discovery, Beansport. Voilà, mais en fait, quand on parle médias, c'est même bien plus large que ça, parce qu'on a chez nous des plateformes type Sportall, TikTok aussi, les membres de Sportsora. Et puis quand on a fait des groupes de travail, on avait même BNP Paribas qui était venu, parce qu'à un moment donné, BNP Paribas était même diffusé des matchs de tennis avec des commentateurs, influenceurs, etc. D'accord. Voilà. Donc on est effectivement extrêmement vigilant dans le cadre de cette commission média. C'est un des axes très importants pour nous parce qu'on pense que c'est là que aujourd'hui il y a peut-être pas le plus, mais en tout cas il y a beaucoup d'incertitudes, que ça change en permanence. Là, on a vu l'arrivée de DAZN depuis le temps qu'on les annonçait sur le marché français. Ils sont arrivés. Comment ça va se passer? Là, il y a l'appel d'offres de la LFP, voir qui va ressortir de tout ça. C'est extrêmement intéressant en fait de suivre l'évolution de ces il y a à la fois les canaux de distribution et le type de diffusion, le type de contenu, avec aussi tout ce qu'on a sur les plateformes, sur les docus, etc. Enfin, c'est passionnant de voir les différents types de contenus que le sport, et c'est ça que le sport c'est génial pour ça, c'est que tu as du live, mais t'as les coulisses, t'as du off, il y a plein de choses à faire avec le sport. Vous devez vous régaler chez Fastory pour ça. C'est toujours un kiff. Pour ce qui est maintenant, je voudrais parler un petit peu du futur du sport, ou en tout cas du futur un petit peu de l'économie française, du moins ce qu'on peut savoir aujourd'hui. Pour toi, c'est quoi les défis majeurs en termes de sport que la France va avoir à surmonter ces prochaines années, s'il y en a que tu as déjà peut-être identifié, que vous avez identifié chez Sportsora? Sur les défis du sport, il va y avoir la gestion de l'après 2023-2024. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui à garder des nouvelles marques qui sont arrivées comme partenaires pour ces méga événements sportifs, les fidéliser, les garder comme partenaires du sport français.
il y a un modèle économique du sport français à solidifier parce que, je le disais tout à l'heure, on a quelques grands assets sportifs qui ont un modèle économique qui est assez robuste et qui tourne bien, mais c'est quand même pas forcément le cas pour la majorité des détenteurs de droits sportifs. Donc il va falloir, et c'est un vrai enjeu, et c'est là encore qu'on a un rôle à jouer, que le sport français effectivement innove, s'approprie quelques bonnes pratiques, peut-être d'autres marchés ou d'autres pays, pour gagner en solidité et en robustesse de son modèle économique, qu'il soit du coup attractif pour à la fois des partenaires et des investisseurs. En 2024, le président de la République a décrété le sport comme grande cause nationale, enfin, en tout cas le développement de l'activité physique et sportive comme grande cause nationale. Donc ça, c'est extrêmement positif. Ouais. Parce que Coupe du Monde de rugby, Jeux Olympiques, grande cause nationale pour faire rayonner le sport en France. Donc il y a un enjeu là aussi. Cette grande cause, on est sur la pratique sportive. Ouais. Il y a un vrai enjeu après et la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques pour que nos clubs soient en capacité d'accueillir les licenciés, enfin les potentiels licenciés supplémentaires. Hein, je ne sais pas si tu as vu, mais Florian Grill, donc le président de la Fédération française de rugby, a annoncé un plus 20% de licenciés suite à la Coupe du Monde, et c'est classique. Hein, ça a déjà été le cas en 2007, et à chaque fois qu'il y a un événement comme ça génère forcément un afflux de licenciés dans les clubs, mais encore faut-il avoir les infrastructures, les bénévoles pour les accueillir. Ça va être un des héritages des Jeux Olympiques, la même chose sur les différents sports olympiques, et il y a un vrai enjeu là pour le mouvement sportif français à être en capacité d'accueillir cet afflux de pratiquants. Voilà, il y a certainement bien d'autres enjeux. Mais là, l'enjeu principal, donc, ça va être les grandes compétitions, donc, comme on a dit, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, et l'après ces grandes compétitions. Et réussir ce fameux héritage. Oui, c'est ça. Et que voilà, la France et le sport en France soit beaucoup plus important dans notre société, en fait. Tout simplement. Et une autre petite question pour toi, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote d'une expérience que tu as vécue en tant que fan et qui t'a aujourd'hui marqué? Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre pas mal d'événements sportifs, de grands événements sportifs. Peut-être dans mon top 5, il y a un moment qui a été absolument extraordinaire. J'ai eu la chance d'être aux Jeux Olympiques à Rio. De suivre beaucoup les matchs de notre équipe de handball féminine et masculine. Ouais. Mais là, il s'agissait de la demi-finale France-Allemagne, la demi-finale des Jeux. En fait, on avait battu en quart de finale les Brésiliens. Donc vivre un match France-Brésil au Brésil, c'est très dur quand tu es dans les gradins, parce que les Brésiliens, ils sont chauds et ils rigolent pas du tout. Et donc comme on avait battu les Brésiliens en quart, en demi, on jouait les Allemands, et on avait toute la salle contre la France, quoi. Ils soutenaient évidemment les Allemands. Égalité, et dans les dernières secondes, but de Narcisse, un truc incroyable. Et ça, j'avoue que c'était tellement beau. Moi, j'étais avec mon mari, mes enfants, des copains, et ça, c'est des trucs, ça te met sur un nuage. C'est des émotions qui sont d'une force exceptionnelle. Très bien, merci pour toutes ces informations, Magali. Un petit sujet qui m'intéressait aussi, c'est ta carrière professionnelle. Donc aujourd'hui, tu es directrice générale de Sportsora, mais tu n'as pas toujours travaillé dans le sport. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta transition, parce que justement, arrête-moi si je me trompe, mais donc avant de faire cette carrière dans le sport, qui est très réussie, tu avais une carrière dans le milieu pharmaceutique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette carrière et sur cette transition
qui, voilà, entre le milieu pharmaceutique et le sport, qu'est-ce qui s'est passé pour faire ce petit changement, quoi. C'est un gros changement. Oui, c'est pour ça, oui. Et en fait, alors moi, voilà, je suis, compte tenu de mon grand âge, si tu veux, moi j'ai fait une grande école et quand je suis sortie de l'école, travailler dans le sport, c'était pas un truc, le secteur du sport, c'était pas quelque chose qu'on envisageait. Moi, je voulais travailler dans le marketing, dans la com, donc on allait chez les lessiviers, quoi, Procter, Colgate, etc. C'était travailler dans le sport. Bon, c'était pas un truc qui s'envisageait vraiment. C'était une passion, mais c'était pas vraiment un métier. Il y avait quelques personnes. Moi, j'ai quelques personnes dans les promos au-dessus de moi qui, mais c'était un peu des exceptions. Donc en fait. Moi, j'ai toujours adoré le sport, j'ai toujours fait beaucoup de sport, aimé lire l'équipe, depuis toujours. Tu me disais que quand tu partais en vacances, tu préférais aller visiter un stade qu'aller visiter un musée. Tu m'as fait beaucoup rire cette phrase pour montrer un petit peu cette passion pour le sport. Oui, c'est-à-dire que mes enfants, effectivement, ils ont été plus, je pense qu'ils ont vu peut-être plus de stades que de musées. C'est incroyable. Voilà. Mais non, on va aussi dans des musées. Mais c'est vrai que c'est plus ça notre truc. Mais, et donc, voilà. Et puis, moi, il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir une carrière dans l'industrie pharmaceutique voilà, assez, je dirais assez agréable, réussie, en changeant de métier tous les 2-3 ans, en allant travailler à l'international. J'ai vécu 5 ans à Barcelone. Voilà. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de devenir une experte en football. Parce que comme j'étais la seule femme cadre dans ma boîte à l'époque, et que les discussions, c'était le foot. Ah oui, ok. Donc c'était le Barça, donc on t'apprend très vite à haïr Madrid. Forcément. Voilà, on t'invite au match de foot. Voilà, donc enfin bref. Donc voilà, j'ai eu une carrière assez réussie, voilà, dans l'industrie pharmaceutique, et ayant été assez précoce voilà, dans mes études et tout. À 40 ans, j'avais un peu coché toutes les cases. Et là, je me suis dit, écoute, voilà, au fond, il y a un truc que tu as toujours eu envie de faire, mais où tu t'es jamais vraiment donné... jamais essayé ou donné les moyens de le faire, parce que j'envoyais des bouteilles à la mer, j'envoyais régulièrement des candidatures spontanées à la Fédé de tennis, chez Lagardère. C'est marrant parce que je suis retombée il y a peu de temps sur ces lettres-là, donc je recevais la lettre classique, profil très intéressant, mais voilà. Et donc, je me suis dit, waouh, le sport, si j'ai envie de rentrer dans ce secteur-là, ça m'a l'air un peu fermé. Donc, il va falloir que j'aille me faire un réseau, ce que je n'avais pas du tout. Et donc, j'ai décidé, en plus, j'étais chez Novartis à l'époque, en part-time, de faire un master à l'ESSEC. Master en marketing sportif de l'ESSEC, qui est un programme assez exceptionnel. Donc, je faisais ça, j'avais cours le vendredi et le samedi. On avait des semaines bloquées. C'est un master qu'a fait, par exemple, Tony Estanguet ou un certain nombre de sportifs de haut niveau en reconversion, des gens comme moi qui venaient d'un autre secteur et qui avaient envie de travailler dans le sport. Voilà, donc j'ai fait ce master à l'ESSEC. C'était génial. Je suis sortie majeure de promo et l'ESSEC m'a embauchée pour m'occuper de la chaire de marketing sportif de l'ESSEC. Donc en fait, j'ai quitté une position extrêmement confortable dans l'industrie pharmaceutique pour aller travailler pour l'ESSEC. Voilà. Et l'ESSEC étant membre de Sportsora, donc j'ai continué à apprendre plein de choses à l'ESSEC parce qu'on avait, dans le cadre de la chaire, on avait des partenariats avec l'UEFA, avec le CIO, avec Adidas, avec Avasport. Voilà, donc j'ai fait plein de choses extrêmement intéressantes. Et l'ESSEC étant membre de Sportsora, voilà, quand le poste de DG de Sportsora s'est ouvert, j'ai levé la main et c'était en 2012. Ok, d'accord. Donc je suis DG de Sportsora depuis 2012, D'accord, ok. Voilà, tout simplement. C'est tout simple. Alors tout simple. Aujourd'hui, voilà, c'est facile à dire aujourd'hui. Te dire que j'ai pas eu quelques doutes quand même, parce que quand tu quittes 20 ans d'un secteur où tu t'es fait une place et puis essayer d'aller dans un autre
on t'attend pas forcément les bras ouverts, qu'il y a un secteur qui brille beaucoup, qui est pas forcément énorme en termes de job. Donc voilà, mais bon, j'avais des gens autour de moi qui m'ont soutenu, et puis j'ai bossé quand même énormément. J'ai fait énormément de choses parce que c'était une reconversion pour moi, donc j'ai travaillé dans des commissions ministérielles, j'ai été bénévole sur des Jeux Olympiques, j'allais à toutes les conférences, enfin j'étais déterminée quoi. Ouais, ça m'a demandé quand même beaucoup d'investissement, et puis je faisais ça en plus de mon job au début, ces études-là, et accessoirement de 3 enfants. Donc voilà, donc j'ai pas mal bossé. Félicitations encore à toi et à toute l'équipe de Sportsora. Et puis voilà, je pense que nous, on a fini pour le podcast. Ouais, et puis moi, je voulais vous remercier parce que d'abord de m'avoir invité, d'être un membre de Sportsora extrêmement actif, puisqu'on a... alors, je ne sais pas quand est-ce que passera le podcast, mais lors de notre garden party, vous nous avez proposé justement une expérience pour nos membres. Merci beaucoup, ça va être très chouette avec des choses sympathiques à gagner en lien avec la Coupe du Monde de rugby. Donc voilà, c'est typiquement le type d'expérience qu'on apprécie beaucoup, et j'espère que vous allez marquer certains de nos membres, je n'en doute pas. Très bien, merci surtout à Sportsora aussi de sponsoriser nos podcasts sportifs, ça fait très plaisir et c'est une superbe collaboration. Merci beaucoup Magali, à une prochaine. À bientôt, au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fastory, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques, et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @Fastory et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.